INA Podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Ce sont des systèmes de surveillance qui, sous couvert d'assurer la sécurité ponctuellement sur des événements sportifs, ont vraiment le risque de devenir la norme. C'était le 21 mars 2023. Bénédicte Jeannereau, la directrice en France de l'ONG Human Rights Watch, s'inquiétait de la mise en place d'un système de vidéosurveillance d'un genre nouveau pour les JO de Paris 2024, la vidéosurveillance algorithmique. Des caméras intelligentes capables de repérer des événements suspects comme des mouvements de foule ou des colis abandonnés. Un système provisoire, exceptionnel, testé pour les JO, mais qui va rester en expérimentation, jusqu'en mars 2025. Alors en quoi consiste cette nouvelle vidéosurveillance algorithmique ? Est-elle efficace ? Faut-il ou non la généraliser après 2025 ? Et ouvre-t-elle la voie, comme certains le craignent, à la reconnaissance faciale dans l'espace public ? On décrypte ensemble les origines et les clés du sujet comme chaque semaine avec notre invitée. Bonjour, Anne-Bruno-Ernst. Bonjour Théophile. Vous êtes prof à l'université Panthéon-Assas, co-directrice de 3 ouvrages sur le sujet de la surveillance, dont Visage dans la foule, publié dans la revue Raison publique à l'occasion des JO. Bon, heureusement, dans le temps de l'actu, on n'est pas filmé, ou presque. Mais attention, par contre, le micro est ouvert, j'enregistre tout, ça vous va ? On est parti ? Oui, c'est parti. Allez, hâte d'avoir vos éclairages sur le sujet, mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Pour comprendre les enjeux que soulève la vidéosurveillance algorithmique en France, il faut revenir rapidement sur l'histoire de la vidéosurveillance dans notre espace public. Et cette histoire, elle commence en 1965. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de Sceaux, va se généraliser dans les années à venir. L'ORTF, à l'époque, déjà, annonce l'arrivée des caméras dans le métro. Des caméras qui vont progressivement investir les gares, les aéroports, les commerces, les banques, mais aussi la rue. Plus de 100 caméras veillent sur Paris. Appellation officielle, aides électroniques à la décision pour la circulation. Ces caméras vous donnent une vue d'ensemble d'un carrefour. Bon, c'est une généralité. Mais malgré un zoom, nous ne pouvons pas quand même approcher une personne et la personnaliser, lui mettre un nom. C'est pas une atteinte à la liberté individuelle. Regardez nos caméras, elles sont quand même très générales. Extrait d'un reportage diffusé sur Antenne 2 en 1982, en immersion à la préfecture de police de Paris, qui scrutait déjà les points névralgiques de la capitale. Des caméras dans la rue, contrôlées par les forces de l'ordre ? Oui. Et ça se multiplie dès le début des années 90 dans certaines villes de France, comme à Levallois-Perret, qui va devenir ces années-là l'un des laboratoires de la vidéosurveillance. Il y a maintenant un sentiment d'insécurité pour les agresseurs potentiels et je crois qu'ils ne viennent pas trop sur Levallois. C'est une bonne chose, ils font attention. Mais en plus, nous allons maintenant tripler le nombre de caméras par rapport à ce qui est déjà installé. Vous avez peut-être reconnu Patrick Balkany, maire de Levallois. On est en 1993. 31 caméras balayent la voie publique. Ce sera 97 caméras à la fin des années 90. Promesse tenue donc pour Patrick. Et à l'époque, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai bien le droit de me promener dans la rue, dans les magasins, dans les banques, sans qu'on enregistre mes images, qu'on les surveille, qu'on en fasse le Dieu sait quoi, qu'on les transmette à je ne sais pas qui, etc. Ce qui est dingue aussi, c'est que ça finit par être carrément banalisé, quoi. On n'y fait plus attention. En plus, elles zooment, ces caméras, elles se déplacent. Donc, c'est grave. Pour autant, les caméras de surveillance vont se multiplier à vitesse grand V et partout en France. En 2023, selon un rapport parlementaire, on les estimait en France à 90 000 sur la voie publique. Comprenez la rue, les trottoirs, ce qu'on appelle la vidéoprotection, contrôlée par la police ou la gendarmerie.
et à près de 1,5 million si on étend à l'ensemble des caméras présentes dans les lieux ouverts au public, métro, gares, commerces, etc. Voilà pour les origines de la vidéosurveillance dans l'espace public. On fait maintenant un nouveau saut dans le temps. Nous sommes en janvier 2023, il est 7h30 et vous écoutez France Inter. Comment sécuriser au maximum l'événement à 1 an et demi de l'échéance? C'est tout l'enjeu du projet de loi JO examiné aujourd'hui et demain au Sénat. Il prévoit notamment d'autoriser les caméras dites augmentées pour détecter des mouvements de foule suspects, mais pas de reconnaissance faciale, promet le gouvernement. Cette loi olympique porte assez mal son nom puisqu'elle pourra s'appliquer aussi à d'autres événements sportifs. Près de 60 ans après la naissance de la vidéosurveillance en France, il est maintenant question de valider l'usage des caméras intelligentes. Le gouvernement veut les tester pour les JO. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, explique Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. On appelle ça la vidéosurveillance algorithmique. Alors pour bien comprendre, de quoi parle-t-on concrètement ? Eh bien d'autoriser le traitement algorithmique des images de la vidéosurveillance dans l'espace public. Grosso modo, de connecter certaines caméras à un ordinateur, l'ordinateur ayant pour rôle d'alerter les agents s'ils repèrent un événement suspect, parmi lesquels un mouvement de foule, un colis abandonné, la présence ou l'utilisation d'une arme, le franchissement d'une zone interdite, en bref, permettre aux agents d'être bien plus efficaces. Point important, le dispositif ne peut utiliser aucun système d'identification biométrique ou de reconnaissance faciale, une exigence de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'organisme public chargé de veiller à la protection de nos données. En mars 2023, les députés disent banco, le projet de loi est adopté et la vidéosurveillance algorithmique mise en place dès mars 2024, oui, avant le début des JO, lors du concert de Dépêche Mode à l'Arena de Bercy. Rien à voir avec le sport, me direz-vous ? Vrai, sauf que la loi ne limite pas l'expérimentation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais à toute manifestation sportive, récréative ou culturelle en général. Et d'ailleurs, l'expérimentation ne prendra pas fin en septembre 2024, mais court jusqu'au 31 mars 2025. De quoi alerter plusieurs représentants d'ONG, comme Katia Roux d'Amnesty International France. C'était en juillet 2023. C'est un petit peu le pied dans la porte. Le fait d'accepter l'utilisation de ces caméras-là lors d'un événement, effectivement un méga événement qui nécessite des mesures spécifiques et peut-être exceptionnelles, ça participe à l'acceptabilité du recours à ces technologies-là. Car c'est là le fond du débat. Cette vidéosurveillance algorithmique, à l'origine prévue pour les Jeux Olympiques, va-t-elle se pérenniser en France après mars 2025 ? Quels sont les arguments pour et les arguments contre ? Et dans un futur proche, ira-t-on plus loin encore en termes de vidéosurveillance ? Autant de questions à poser à notre experte de la semaine. Rebonjour Anne Bruno-Ernst. Je le disais en introduction, vous êtes professeure à l'université Panthéon-Assas, co-directrice de 3 ouvrages sur le sujet de la surveillance. Alors déjà, pour commencer, Anne Bruno-Ernst, on va peut-être commencer avec un point définition, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a la vidéosurveillance, il y a la vidéosurveillance algorithmique, il y a la reconnaissance faciale. Tout ça, c'est pas pareil. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aider à y voir plus clair ? Alors, la surveillance, on peut la définir comme l'attention ciblée, systématique et routinière, portée à des détails personnels, à des fins d'influence, de gestion, de protection ou de direction. Donc ça, c'est une définition suffisamment vaste pour pouvoir englober un grand nombre de pratiques. Parmi ces pratiques, il y a la vidéosurveillance. Et plus particulièrement, certaines formes de vidéosurveillance qui apparaissent dans notre vocabulaire ces derniers mois, qui est celle de vidéosurveillance algorithmique ou vidéosurveillance intelligente ou vidéosurveillance augmentée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire l'utilisation de la vidéosurveillance, de la géolocalisation et des données biométriques afin de détecter un certain nombre de signes d'un comportement qui serait anormal et donc qui aurait été préalablement classifié comme potentiellement dangereux. D'accord. Et à ne pas confondre avec la reconnaissance faciale, c'est important, on va y revenir, mais c'est important peut-être de poser cette définition dès maintenant. Tout à fait, oui. Alors la reconnaissance faciale, c'est une technologie qui ne se contente pas uniquement de voir, mais de reconnaître les individus et qui vise à
identifier, c'est-à-dire à repérer un individu dans le groupe. Donc, la force de la reconnaissance faciale, c'est qu'elle cible à la fois l'individu et elle cible l'individu au sein d'une masse. D'accord. On revient justement à cette vidéosurveillance algorithmique expérimentée, on l'a dit, pendant les JO. Alors, en vérité, depuis mars 2024 et jusqu'en mars 2025, pourquoi cette expérimentation, elle dure jusqu'en mars 2025 ? Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi aussi. En fait, si, je sais très bien pourquoi. Les méga-événements culturels et sportifs ont toujours été une opportunité de mettre en place des expérimentations au niveau de la surveillance. Ça, c'est très bien documenté dans la littérature académique. Et ces expérimentations ont vertu à se pérenniser. On a des exemples, les JO de Londres, par exemple. On a des exemples sur les JO de Londres. On a des exemples sur un certain nombre d'événements sportifs, en particulier la gestion du problème des hooligans britanniques et la mise en place sous Thatcher 1983, si je me souviens bien, de la vidéosurveillance dans les stades, qui maintenant est une forme tout à fait normalisée de gestion de la sécurité aux abords et à l'intérieur des stades. Et puis récemment, bien entendu, la question d'utilisation de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale pour surveiller l'accès aux concerts. Je pense en particulier au concert de Beyoncé dans son Renaissance World Tour à Cardiff en mai 2023. Les abords du stade étaient surveillés par l'utilisation de la reconnaissance faciale afin d'éviter des actes terroristes. La même chose s'est passée lors du concert de Taylor Swift. Oui. Donc là, on est en mai 2018, en Californie, où, à leur insu, les participants ont eu leur visage qui a été photographié et ensuite, leur visage a été analysé en comparaison avec des bases de données, et en particulier des bases de données de personnes qui harcelaient la chanteuse. Donc ça, c'est pour un petit peu ce qui s'est passé à l'étranger. Si on en revient en France, donc cette expérimentation, elle dure jusqu'en mars 2025 pour être testée non pas que sur les JO, mais sur d'autres événements culturels ou sportifs, on l'a dit. Effectivement, ce que reprochent beaucoup d'ONG, on les a entendus, Human Rights Watch ou Amnesty International. Est-ce que cette vidéosurveillance algorithmique, elle peut être prolongée après mars 2025 ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça le soit ? Que le parlementaire le décide, c'est tout. D'accord. Et a priori, c'est bien parti. On peut s'attendre à un débat très prochain sur cette question de pérennisation de cette vidéosurveillance algorithmique. Je pense qu'un des arguments qui m'a mis en avant, c'est le fait que les Jeux Olympiques se sont déroulés sans aucun incident sécuritaire majeur et que ça, face aux craintes qui avaient été évoquées en amont de l'organisation des Jeux, ça a été un vrai succès. Oui. Est-ce que ce succès est dû à la mise en place de la vidéosurveillance intelligente ou pas ? Est-ce que ça va être un des arguments qui va être utilisé pour prolonger l'utilisation de ces types de surveillance ? Je ne sais pas. Le problème, finalement, c'est que on va avoir des héritages qui vont être plus ou moins visibles. Par exemple, la pérennisation des voies de circulation réservées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement visible dans l'espace public. La pérennisation de la vidéosurveillance intelligente, c'est invisible. Et finalement, c'est quelque chose qui risque de créer beaucoup moins de réticence dans la population que des contraintes sur une possibilité augmentée de circuler au sein de la capitale, par exemple. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre argument pour cette vidéosurveillance algorithmique, c'est l'argument économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, ce qu'on a ici, c'est pas juste une pratique, en fait. C'est qu'on a une véritable industrie qui s'est développée autour de la recherche et du développement de ces nouveaux outils. Des entreprises privées de surveillance ? Oui, des entreprises privées de surveillance. Qui exercent un lobbying ? Qui exercent un lobbying, mais pas forcément d'une manière... il faut pas forcément l'envisager d'une manière négative. C'est de la recherche, c'est des emplois, c'est énormément de bienfaits pour l'économie, et il y a tout un écosystème qui se développe, et c'est aussi un des enjeux qui a été extrêmement important lors des débats sur la mise en place de la loi des JO.
Si on veut créer un écosystème d'entrepreneurs et d'entreprises qui développent ces outils-là, qui sont des outils français, faits en France par des entreprises françaises, il faut qu'ils aient une certaine garantie de pouvoir travailler et développer et vendre ensuite ces outils pour le marché national et ensuite peut-être au marché international. Pour l'instant, les grands gagnants de ce développement-là, et qui ont commencé beaucoup plus tôt en fait à développer ces outils de surveillance algorithmique, sont les Chinois. Et c'est eux qui maîtrisent véritablement le marché. Ensuite, on a les Américains. Et donc, la véritable question et le véritable enjeu, c'est dans 10 ans, ces technologies, elles seront chinoises, américaines ou françaises. Et ça a aussi été un des arguments qui a pesé dans le choix d'autoriser cette expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique en France, parce qu'elle donnait justement une impulsion à la mise en place et au développement d'une industrie française. Donc j'entends les arguments pour, arguments sécuritaires évidemment, avec cet élément, ça a marché pour les Jeux Olympiques, pourquoi ne pas le maintenir? Les arguments contre, ce serait quoi? Protection de la vie privée, une certaine société, une certaine façon de voir notre futur. C'est-à-dire ? Est-ce que le concept de vie privée et de préservation de la vie privée est encore quelque chose qu'en tant que société, on a envie de défendre ? Alors, peut-être que c'est une notion qui est totalement dépassée. Les sociétés contemporaines éprouvent un certain plaisir ou un certain désir à exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux. Elles donnent de manière extrêmement consentante ou semi-consentante, ou en ignorant les conséquences, bon nombre d'informations sur leur vie privée, leur santé, leur comportement, leurs opinions religieuses, leurs orientations sexuelles, et que, en contrepartie de cela, elles ont accès à un certain nombre d'activités sociales et culturelles qui sont plus importantes pour elles que la préservation de leur vie privée. Donc finalement, la question, c'est pas tant une question d'un enjeu sécuritaire, c'est une double question qui est celle de dans quel monde voulons-nous vivre demain? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous? Est-ce la protection d'une certaine intimité, d'une vie privée? Est-ce le droit à l'anonymat? Ou cette nouvelle façon de vivre les relations sociales qui est fondée sur l'ordre du plaisir à partager un certain nombre d'informations concernant notre vie privée? Parmi les arguments contre, il y a aussi celui de dire c'est une étape de plus vers la reconnaissance faciale. Alors, la vidéosurveillance intelligente n'est qu'une façon détournée de faire de la reconnaissance faciale sans la nommer. Elle ne s'appelle pas reconnaissance faciale, mais elle fait quasiment presque la même chose que la reconnaissance faciale. Elle utilise les mêmes moyens, elle reconnaît et identifie un certain nombre de comportements au sein d'un groupe d'individus. C'est une forme de reconnaissance faciale. Alors, il faut savoir qu'en France, la reconnaissance faciale, elle a déjà été testée auparavant. C'était à Nice, à l'occasion de la Coupe d'Europe de foot en 2016 et du Carnaval de Nice en 2019 également. J'aimerais qu'on écoute le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est un fervent défenseur de cette reconnaissance faciale. Écoutez, c'était en 2019. La reconnaissance faciale, nous l'avons chacun sur notre smartphone tous les jours. Et alors, on refuse, face à la République, de faire prospérer aujourd'hui une technologie qui garantirait plus de sécurité dans un monde si menaçant. C'est vrai que dans un monde en proie au terrorisme, on se souvient, concernant Nice, du terrible attentat qui a frappé la ville en 2016, on peut légitimement se poser la question, pourquoi pas la reconnaissance faciale ? Alors, est-ce que c'est une façon efficace de lutter contre la criminalité et le terrorisme ? Je pense que c'est la vraie question qu'on peut se poser. Y a-t-il pas des causes socio-économiques, géopolitiques, qui sont peut-être des paramètres à prendre en compte pour diminuer le risque, autre que de diminuer les libertés publiques ? C'est l'argument, ou en tout cas ce débat infini entre liberté et sécurité. J'aimerais qu'on écoute le philosophe Gaspard Koenig à ce sujet, c'était en 2020. On ne peut pas tout sacrifier à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité. On a plusieurs principes qui nous constituent en tant que société. On a la sécurité, mais on a aussi la liberté, on a aussi les droits, on a aussi l'égalité. Tout ne doit pas être fait au nom de la sécurité.
tout ne doit pas être fait au nom de la sécurité. En fait, c'est ça le fond du sujet. Est-ce qu'on veut plus de liberté ou plus de sécurité ? Alors, vaste sujet, il ne faut pas forcément les opposer. Vous avez 2 minutes. Alors, des philosophes ont dit qu'il n'y avait pas de liberté sans sécurité, impliquant ainsi que la sécurité était une condition de la liberté. Je pense que le XXIe siècle nous prouve que la sécurité peut détruire la liberté. Je pense que la question, elle n'est pas forcément en termes d'alternative. Je pense que c'est un argument spécieux de nous dire si vous n'avez pas de sécurité, vous n'aurez pas de liberté, parce que trop de sécurité va détruire toute possibilité de liberté. Et bien encore, faut-il définir qu'est-ce qu'on entend par liberté et comment est-ce qu'on l'entend, puisque les définitions sont vraiment diverses et variées. Mais vaste sujet, je pense, c'est pas forcément une bonne façon de poser cette question en termes d'alternative. Je comprends. La sécurité, c'est le choix qui a été fait en Chine, en tout cas. La reconnaissance faciale est la norme depuis un bout de temps déjà. Écoutez ce reportage de France 2 à Pékin. C'était en 2018, déjà en 2018. Écoutez. Ce n'est pas de la science-fiction en Chine, c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Des caméras intelligentes à tous les coins de rue. Et pour ceux qui traversent au feu rouge, l'amende est de 3 €. La Chine ne connaît pas de loi sur la vie privée. Être filmé ne semble déranger personne. Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité. Pour préparer cet épisode, j'ai lu 1984 de George Orwell, je l'avais jamais lu. Et sincèrement, quand on écoute ce qui se passe en Chine, on se dit qu'on y est presque. Big Brother dans le livre versus l'œil céleste, comme il l'appelle en Chine. Alors c'est un cas extrême, mais est-ce que c'est ce qui nous pend au nez ? C'est l'étape d'après, après cette vidéosurveillance algorithmique ? Alors, il y a différents types de surveillance. Il y a la surveillance qui est une surveillance étatique et il y a la surveillance qui est faite par des organismes privés à des fins commerciales. L'exemple chinois est toujours un repoussoir. La surveillance, qu'elle soit vidéosurveillance algorithmique, reconnaissance faciale, est d'autant plus dangereuse qu'elle se retrouve dans les mains de régimes autocratiques, que ce soit des régimes comme la Chine ou l'Iran ou beaucoup d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas être attentif à la manière dont des États démocratiques, plus démocratiques, peuvent se servir de ces outils pour contrôler les populations, les mouvements, collecter des données. Et la question, elle n'est pas uniquement celle des États, elle est aussi et essentiellement, je pense que le vrai problème, il est celui des entreprises. Des entreprises, ouais. Et la manière dont, à la fois, ils contrôlent et déterminent des comportements, des normes, renforce des biais et des discriminations, et la manière dont ils commercialisent un certain nombre de données qui sont des données confidentielles, qui sont collectées avec ou sans le consentement des personnes concernées. Il faudra le surveiller en tout cas. La reconnaissance faciale en France, c'est pas pour demain, mais la vidéosurveillance algorithmique, c'est déjà maintenant, testé jusqu'en mars 2025, je le rappelle, puis peut-être pérennisé en France. Alors si on récapitule, les arguments pour sa pérennisation, évidemment la sécurité, et les arguments contre sa pérennisation, un modèle de société, ce que je retiens. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Est-ce la société où une partie de nos libertés et notre vie privée a disparu ? Il faut bien prendre en compte aussi les risques des dérives antidémocratiques. Et effectivement, les arguments pour, vous les citez, c'est les arguments que tout le monde utilise, celle de l'efficacité, celle de la sécurité, et il faut véritablement envisager quel est le prix que l'on paye pour son confort au quotidien.
On restera très attentif, en tout cas, à ce sujet qui n'a pas fini, à mon avis, de revenir dans l'actu. Merci beaucoup, Anne Brunon-Ernst, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas. Quel avenir pour la vidéosurveillance algorithmique ? Va-t-elle s'installer durablement dans notre pays ? Est-ce souhaitable ? On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes en main, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.